Bonjour, je suis Mara Gour-Mercado, directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, section Québec. J'aimerais souligner que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka, qui a toujours été un lieu de rencontre pour les nations autochtones et l'est encore aujourd'hui. Très heureuse de vous présenter la toute première journée de l'industrie dans le cadre des 36e Prix Gémeaux, dans laquelle s'inscrit cette conversation avec Francesca Chamberlain, modérée par Claudia Hébert. Nous tenons à remercier nos partenaires, Téléfilm Canada à titre de présentateur de toute la journée de l'industrie de l'Académie et la Caisse des Jardins de la Culture à titre de présentateur de la discussion qui suivra. Merci Francesca et Claudia. Bonne conversation. Bonjour, bienvenue à cette rencontre. Je m'appelle Claudia Hébert, je suis l'animatrice pour cette discussion avec la créatrice de costumes Francesca Chamberlain. Bonjour Francesca. Bonjour. Alors, vous êtes la créatrice de costumes de plusieurs séries, de plusieurs films. On peut en nommer quelques-uns, Les Lavigueurs, Les Pays d'en haut, côté série, côté cinéma. On peut parler de Maurice Richard, de récemment le Club Vinland ou encore Maria Chapdelaine. Qui s'en vient. Qui s'en vient, qu'on attend avec impatience. Et la création de costumes, vous avez vraiment ça dans le sang parce que c'est familial. Votre mère était créatrice de costumes, votre sœur, vos frères sont dans le milieu également. Le costume, ça a toujours été dans votre vie, là. Je pense que je suis née... D'ailleurs, j'ai été faite pendant la grève des réalisateurs de Radio-Canada. Je devais être prédestinée à travailler en cinéma. Mais oui, j'ai toujours été élevée à côté d'une machine à coudre et des costumes parce que ma mère a toujours évolué dans cet univers-là. Puis j'ai suivi ses traces. Est-ce que vous suiviez sur les plateaux avec elle? Ah, c'est arrivé, oui. Quand on était enfant, plutôt que de nous faire garder, bien, nos parents nous amenaient sur les tournages. Alors, quand il y avait besoin d'un figurant, bien, ils venaient nous chercher. Alors, très, très jeune, ça s'appelait la feuille d'érable. Quand vous voyez... Bien, je devrais peut-être pas dire ça. J'allais dire une autochtone, c'est moi, mais je ne suis absolument pas autochtone. Ça, c'est une autre époque. Oui. OK. Et là, on a ça dans le sang rapidement, mais il y a eu de la résistance, là. Vous n'avez pas voulu suivre les traces de façon instinctive, c'était plus le contraire. Au départ, je ne voulais pas du tout travailler en cinéma. Je trouvais que c'était un monde trop difficile à avoir une vie régulière, mettons ça comme ça. Alors, je ne voulais vraiment pas travailler en cinéma. Je trouvais que c'était trop difficile. Les heures, un contrat, pas de contrat, il y a des sous qui rentrent, il y a des sous qui ne rentrent pas. Là, ça ne me tentait pas de suivre les pas de mes parents. De toute façon, personne ne me croyait que mes parents travaillaient en cinéma. Alors, c'était pas un sujet qui m'emballait. Puis pourquoi pourquoi les amis ne croyaient pas ça? Bien, je sais pas. Quand je disais que ma mère avait fait le costume de Bobino, admettons, les gens, bien, c'était pas un métier très connu, les gens qui travaillaient en cinéma. Alors, je sais pas, je parlais jamais de ce que mes parents faisaient parce que souvent, les gens me croyaient pas. Mais est-ce qu'il y avait quand même, justement, avoir une mère qui fait les costumes pour Bobino, pour plusieurs films aussi, des costumes quand même iconiques, là, ou des films qui ont été assez iconiques aussi dans l'histoire de la télé et du cinéma ici. Il y avait quand même une inspiration, une envie, un modèle? C'est sûr que j'ai toujours été attirée par ce qui est tissu, couture, tricot. Je tricote beaucoup, je tricote encore, je tricote dans l'auto, je tricote partout. J'ai toujours été attirée par les matières, comme justement les lins, les soies. Ça a toujours été ça. Je me souviens même pas quand j'ai appris à coudre, mais sur ce côté-là, j'ai toujours aimé. Je suis pas une fan de mode, mais tout ce qui était confection ou... être capable de deviner un tissu, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Alors là, on résiste, on ne veut pas nécessairement aller dans ce domaine-là. Et pourtant, à 16 ans, on est déjà habilleuse pour les Jeux olympiques et autres projets. Oui, c'est les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Ma mère est créatrice là-dessus. Mon père je pense qu'il faisait la mise en scène. Alors, cet été-là, bien, je me cherchais une job comme toute étudiante. Alors, j'ai passé l'été entre l'atelier de costume puis le stade. J'ai adoré ça. Mais là, on habillait les équipes, là, des danseurs ou des performeurs. Je ne sais pas si ça se dit performeur en français. Des gens qui faisaient le spectacle d'ouverture et de fermeture. Puis après ça, je suis retournée aux études dans un domaine complètement différent. Puis pour payer ces fameuses études-là, bien, j'ai commencé à travailler sur des plateaux de tournage comme habilleuse. Alors même quand on ne veut pas faire ça, on le fait pour gagner sa vie en même temps qu'on fait des études en criminologie. Oui, je devais avoir un côté Mère Teresa. Pour moi, c'était très important. J'avais travaillé dans des camps de vacances, j'avais travaillé dans un centre de réinsertion sociale pour les jeunes de milieu social défavorisés, puis j'avais tellement aimé ça. Alors, j'ai décidé d'aller faire mon cours en criminologie. Entre-temps, justement, pour payer ces fameuses études-là, bien, j'ai commencé à travailler sur des plateaux.
Mais j'ai quand même pris la décision de terminer mon bac parce que j'aime terminer ce que je commence. Puis après mon bac, ben, je me suis donné... j'ai fait un stage au tribunal de la jeunesse, puis ça a été tellement dur. J'ai tellement pleuré ma vie que j'ai dit, bon, OK, je m'en vais travailler au costume avec ma mère, puis je vais voir si j'aime ça. Puis finalement, c'est pas du tout avec ma mère. J'ai eu un contrat pendant 1 an. C'était une série jeunesse, mais je me souviens pas, je m'excuse du nom de la série. Et je faisais les costumes, je faisais la création, je faisais le plateau. Puis ça a duré presque 1 an. Puis après ça, je me suis dit, OK, c'est une belle vie. Est-ce que les études en criminologie aident quand on fait les costumes pour, je ne sais pas, 192 ou autres séries policières? Des fois, oui. Je me souviens de trucs qui se faisaient ou qui ne se font pas, ou comment on est habillé justement dans un tribunal, comment on est habillé dans un institut psychiatrique. Oui, il y a quelque chose, ça aide, mais je pense que ça aide plus dans la vie, dans nos relations d'équipe, où ça permet toujours d'avoir une espèce de recul puis de comprendre un peu le travail d'équipe. Oui, je pense que ça aide. Bien, je pense pas qu'il y ait aucune étude qui sert à rien. Alors, oui, je n'ai pas regretté d'avoir fait ce cours-là, d'être allée là. Et avant d'arriver à la création de costumes, il y a quand même, disons, des croûtes à manger, ou en tout cas Oui. un parcours dans les autres positions autour. Habilleuse, entre autres, assistante. Comment ça se passe ces premières années-là d'un département à l'autre? Bien, quand j'ai commencé, justement, j'ai commencé avec la création de costumes, puis après ça, je suis retournée au plateau parce que j'adore l'univers du plateau. Puis pour être plus complète, j'ai décidé d'aller faire un cours de haute couture dans une école qui s'appelle Côte-Noire-Caponi, qui est fermée aujourd'hui. Ça m'a pris plusieurs années de le faire parce qu'entre 2 tournages, j'arrivais à faire une session. Mais ça m'a permis d'acquérir plus de notions de dessin, même si je dessine très mal, de dessin, de coupe, de couture et justement des matériaux, comment les reconnaître, comment les faire tomber, dans quel sens les faire tomber, ou en tout cas des données comme ça que je trouvais importantes d'acquérir. Même si je ne coupe pas, même si je ne coupe pas, le dialogue que j'ai avec mon équipe est plus éclairé. Et le parcours vers la création de costumes, qu'est-ce qui vous donne envie de prendre la tête de l'équipe, puis de faire des costumes, puis de prendre les décisions artistiques? Bien, ça, c'est venu de façon un peu étrange. J'ai décidé d'arrêter de faire du plateau parce que je voulais me consacrer à mon rôle de maman. Je voulais être à la maison un peu plus souvent parce que une vie de plateau, en tout cas à l'époque, on se levait très tôt puis aujourd'hui aussi. Encore aujourd'hui. Alors, je trouvais que c'était plus facile de travailler en atelier pour avoir une vie de mère. Alors, j'ai commencé lentement. Au début, je pensais que je serais plus longtemps assistante, puis la vie a fait en sorte qu'on m'a proposé des contrats comme créatrice costume. Puis moi, bien, je disais, OK, on y va. Puis bien, de fil en aiguille, bien, j'ai été très chanceuse, très privilégiée. Je pense que j'ai eu des beaux moments, des beaux films, des belles séries qui m'ont été proposés. Puis moi, j'adore partir d'un scénario puis me rendre à là. Et dans les premiers films que vous avez faits, voir le premier, c'est Mathusalem, qui est un film jeunesse, Ouais. qui est avec cette histoire de fantômes pirates qui arrivent dans le temps présent. Alors déjà, il y a un début de film d'époque, en quelque sorte. Oui, ça j'avoue que je dois beaucoup à Roger Quentin, qui était le réalisateur. J'avais fait un film avec lui avant, que j'oublie le nom. Et quand il m'a proposé Mathusalem, j'ai trouvé ça comme « Oh, mon Dieu, quel univers! » Quel beau terrain de jeu. Quel beau terrain de jeu! Puis en plus, on mélangeait l'imaginaire. Moi, ça a été un déclencheur, Mathusalem. Je me suis rendu compte que je pouvais partir justement d'un croquis ou d'un dessin, d'un bout de tissu, puis d'en faire un personnage. Parce que comme Mathusalem, ça a été quand même... je pense que ça a été le premier film québécois qui était associé avec McDonald's. Dans un cadre un peu plus blockbuster, là? Oui. Ouais. Mais après ça, ils ont changé d'idée parce que justement, il y avait une réserve. Mais Mathusalem, pour les gens de mon époque, c'est quand même... ça a été tout un film, tout un... Moi, je l'ai vu au cinéma étant Ouais. enfant. J'en garde un souvenir impérissable. Mais ça vous donne le coup d'envoi dans le costume historique et vous en devenez, j'ai envie de dire, la chef de file dans le costume au Québec. Là. C'est un peu étrange comment ça fonctionne. Parce qu'avant d'avoir fait ce film d'époque-là, oui, j'avais travaillé comme assistante ou à la figuration sur des films d'époque, surtout des films américains, mais j'avais quand même... Non, c'est pas vrai, j'avais fait la série comme habilleuse. Mon Dieu.
une série, c'était Michel Hamel qui faisait la création des costumes. Mais quand on commence à faire dans une catégorie, on est vite catégorisé dans cette lignée-là. Alors, je ne me dis pas spécialiste de films d'époque. Ça donne que, Francesca a fait ce film-là. On continue dans cette voie-là. Je donne souvent l'exemple du sport. Quand on m'a offert Maurice Richard, je connaissais rien. Mais quand je dis rien du hockey, je ne savais même pas c'était quoi un tour du chapeau. Alors, j'ai eu 6 mois. J'ai lu, je me suis renseignée. Maurice Richard, je pense que je connaissais tous ses numéros, il était capitaine en telle année, pas capitaine en telle année, les autres équipes. J'ai vraiment fait une recherche, c'était une très grosse recherche. Puis à partir de ce moment-là, tous les films de sport qui sortaient, on me les offrait. J'étais la spécialiste du sport. En même temps, vous étiez spécialisée de Maurice Richard de telle année à telle année, oui, là. Oui. Fait que si on offre après ça du baseball, ça ne veut pas dire qu'on connaît ça. Mais moi, je pense que la source de l'expertise part de la recherche. C'est pour ça que quand on m'offre un film, j'aime ça le savoir d'avance, parce que ça me donne le temps justement de faire une recherche éclairée, savoir vraiment, OK, qu'est-ce qui se portait à ces années-là, ou jusqu'à où je peux aller, même si on se permet souvent des licences dans nos films, dans nos films québécois, dans les films ou les séries. Mais j'aime ça avoir le temps de la recherche, même si des fois on dévie un peu de cette recherche-là. Sur quoi vous appuyez pour ces recherches-là? Quand on aborde un nouveau projet, une nouvelle période historique, on commence où? Moi, j'ai une grosse bibliothèque. Je suis une maniaque, j'ai acheté pendant des années, jusqu'à temps que la boutique elle ferme, des vrais catalogues d'époque. Mais je vais me rendre même sur les lieux, justement, pour Maurice Richard. Je me suis rendue à Toronto, au musée. Quand j'ai fait le film Un été sans point ni coup sûr, il y a une ville aux États-Unis, je ne me souviens plus du nom de la ville. C'est la ville dédiée au baseball aux États-Unis. Bien, je suis allée là, j'ai pris rendez-vous. S'imprégner. Oui, s'imprégner. J'aime ça vraiment partir de quelque chose de concret. Là, Encore une fois, comme je le dis, souvent, on va se permettre des licences pour différentes raisons, mais j'aime ça partir de quelque chose de vrai. Alors, les musées, la documentation, maintenant, on a Pinterest. Moi, je trouve que ce sont des sources... Et de là, est-ce que vous faites un tableau, là, ce qu'on appelle un mood board, ou est-ce que vous faites un lookbook, là, je vais avec des termes en anglais, ou des croquis? Sur des films modernes, on va faire souvent, je m'excuse effectivement pour le terme en anglais, on va faire un mood book ou un lookbook, où on va s'appuyer. Sur l'époque, je trouve ça plus fascinant parce qu'avec le réalisateur, on va décider de quelle palette de couleurs on va aller, souvent avec la direction artistique et la direction photo. Et de là, bien, moi, je monte, je fais un échantillonnage, j'arrive avec des croquis. Ça me prend tout pour les faire, mais enfin, j'arrive avec des croquis, j'arrive avec un échantillonnage, je vais même jusqu'au brin de laine dans lequel je vais faire tricoter un chandail. Puis c'est ce que je propose à mon réalisateur ou réalisatrice, parce que de plus en plus, on a des femmes à la réalisation. Mais je vais leur proposer, regarde, c'est l'univers dans lequel j'irai. Puis après ça, bien là, on le confie à l'équipe, puis c'est parti. Est-ce que vous faites des croquis pour tous les projets ou que pour les projets où il y aura de la confection? Présentement, c'est presque uniquement quand il y a de la confection. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin, les gens de la salle de couture, le coupeur, mon coupeur, a besoin de ça pour partir. Puis il y a aussi l'équipe qui va faire de la recherche de tissus et de tout, qui vont se baser un peu là-dessus pour faire la continuité, si on veut, du départ du costume jusqu'à la fin. Mais moderne, c'est vraiment plus des photos, des références. Puis là, on bâtit le personnage. Moi, j'essaie toujours d'avoir une palette de couleurs. Puis là, bien, on fait des propositions, puis c'est ça qu'on présente. Bien, justement, allons-y avec le travail avec le réalisateur, parce que cette palette-là, elle se construit avec lui. C'est quoi la première conversation à avoir avec le réalisateur, selon vous? Je pense que c'est à la lecture de scénario. Souvent, bien, j'espère qu'on va continuer à avoir ça. On a des lectures de scénario. Alors, toute l'équipe des chefs de département sont là. Puis là, bien, on épluche, on lit le scénario. Bien, c'est sûr qu'ils vont sauter les dialogues, mais on sait un peu. Puis c'est là qu'on pose nos questions. Où tu t'en vas avec ça. Des fois, on a des réunions, on appelle ça des réunions CCM, ça va être avec le maquillage, la coiffure. Puis là, bon, on décide, effectivement, bien, cette personne-là, on va y aller, elle est bien coiffée, ou on choisit un peu le genre. Mais c'est plus maintenant dans les lectures de scénario qu'on va décrire le personnage. Moi, je vais demander, OK, est-ce qu'elle travaille, quel quartier elle habite, pour vraiment la cibler. Ça, c'est plus dans du moderne. Mais les lectures de scénario, pour moi, c'est très important.
J'espère juste que ça va durer. Parce qu'il y a des choses des luxes. On ne pensait pas que c'était des luxes à l'époque, ce le sont devenus. Par exemple, les tests caméra, où là, on testait des tissus, des maquillages, des genres de coiffure. On en mettait ça à la caméra, on voyait si on aimait ça ou si on faisait autre chose. On n'en fait plus beaucoup de ça, du moins pas au Québec. Là. Sur l'époque, on continue à en avoir, ou des fois, moi, je vais demander au directeur photo, peux-tu me tester ce tissu-là? Puis j'ai eu la chance aussi, mon chum, mon conjoint, a travaillé longtemps à la caméra, là, il est retraité. Et des fois, je glissais des morceaux. Peux-tu me les tester? Juste les mettre devant la caméra un instant. Peux-tu me les tester? On a eu aussi l'occasion de travailler souvent ensemble. Alors, des fois, je lui demandais, bien, regarde, pars avec ça, puis teste-le, voir s'il vibre ou voir... Mais oui, ça existe encore, les tests caméra, de moins en moins dans nos séries, parce que c'est une question de temps et de bien, j'imagine, de budget. Mais moi, j'essaie quand même au moins de garder le moment essayage avec les comédiens, parce que des fois, ils vont même jusqu'à couper les essayages, ce que je trouve très dommage, d'ailleurs. Fait que là, on arrive sur le plateau en espérant que le costume fasse. Ça c'est... Moi, je me bats encore pour qu'on continue à avoir des essayages. Parce que combien de fois, moi, un comédien va venir me voir à l'atelier, puis là, moi, j'ai préparé des vêtements avec l'idée que le réalisateur et moi, on a élaboré. Puis là, avec la comédienne, souvent, les comédiens et comédiennes sont tellement contents. Ils me disent, regarde, c'est la première fois que j'ai contact là, avec mon personnage. Puis là, bien, OK, tu me donnes ça comme genre de soulier, je vais le faire marcher comme ça. Combien de fois, moi, je leur dis, pas avec les souliers, on va marcher. Puis c'est pour ça que je souhaite que nos essayages restent, parce que c'est là qu'on crée le personnage. Même si le personnage, c'est la voisine d'à côté, c'est pas grave. Je pense que c'est important, ce contact-là qu'on a. Souvent, en plus, le comédien ou la comédienne, on est le premier contact qu'ils ont. Des fois, ils n'ont même pas lu le scénario, puis c'est nous qui leur expliquons un peu vers quoi on s'en va. Et bien, c'est pour ça que je souhaite que ça reste. Parce que moi, faire des essayages le matin avant que la personne ait tourné, je trouve que c'est dérangeant pour le comédien, dérangeant pour la réalisation aussi, parce qu'elle ne sait pas. Puis on n'a plus le temps de se revirer. C'est vrai que moi, j'ai connu aussi le monde du court-métrage sans budget, où parfois l'acteur va porter ses propres vêtements, Oui. puis d'avoir la conversation avec l'acteur qui va dire « J'arrive pas à trouver le personnage, c'est mes vêtements, c'est moi. Comment est-ce que je fais pour amener ça ailleurs? » Puis je pense à des comédiennes qui ont déjà dit, Kim Cattrall dans Sex and the City, qui disait « Si j'ai pas les talons hauts, même si on les voit pas, même si on voit pas mes pieds, si je n'ai pas les talons hauts, je ne suis pas le personnage. » Alors ça, en effet, pour trouver le personnage, pour le construire, pour l'imaginer, faut vraiment pas sous-estimer le costume. Ben non. En tout cas, moi, je me bats pour qu'on continue à avoir justement ce genre de relation-là avec le comédien. Mais on ne marche pas pareil avec des espadrilles qu'avec des souliers à talons. Où je donne toujours des fois l'exemple, le corset, peut-être que la personne ne voudra pas le porter, mais dès le départ, elle va avoir une posture qu'on n'aurait pas autrement. Alors, la façon de marcher, la posture, habiter un costume, moi, je trouve qu'il faut du temps pour l'assimiler. Alors, oui, il faut continuer à avoir des essayages, même quand c'est du moderne. C'est un message. Dans le travail avec le réalisateur, j'imagine que vous validez constamment la direction dans laquelle vous allez? Oui et non. Ça dépend toujours avec qui on travaille. Moi, j'ai la chance et, encore une fois, le privilège de travailler souvent avec les mêmes réalisateurs. Alors, des fois, les réalisateurs ne veulent même plus voir mes photos parce que maintenant, les réalisateurs ne viennent plus aux essayages parce qu'ils n'ont pas le temps. Puis quelque part, je trouve ça bien parce que ça me permet, moi, d'avoir une relation privilégiée avec le comédien ou la comédienne, dans le sens, c'est juste toi et moi. On discute, ah, tu l'as pas vu comme ça, OK, on essaye telle affaire ou on va changer un truc, puis peut-être que devant un réalisateur, ça serait peut-être un peu différent. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait des photos, on envoie les photos au réalisateur. Puis moi, je leur donne toujours un délai. Si dans 3 jours, tu ne m'as pas répondu que tu aimes ou pas, je décide pour toi. Je décide pour toi. Mais souvent, je vais leur écrire, voici, mettons, l'essayage pour telle scène. Mon préféré, c'est celui-là. Alors, si je n'ai pas de réponse, je vais prendre mon préféré. Mais j'imagine justement qu'au fil des ans, il y a des belles relations de création qui se forment avec des réalisateurs avec qui on travaille souvent. Oui. Là. Je pense que vous comparez même ça à une histoire d'amour. Là. Ça, je parle de relations d'amour parce que parfois, ça peut arriver pour différentes raisons qu'un réalisateur ne te redemande pas son projet d'après. Puis moi, la première fois que j'ai vécu ça, je l'ai vraiment vécu comme une peine d'amour. J'ai tellement été triste. Je pense que ça m'a pris 1 an à m'en remettre. Puis c'était le comédien le comédien principal qui avait demandé d'avoir tel costumière. Puis, je suis en train de toucher mon micro. C'est quelque chose, oui, peut-être parce que je m'attache au réalisateur. Je ne sais pas, c'est comme une espèce de fidélité que moi, que je donne.
puis je m'attends tout le temps à avoir un retour. Mais c'est beaucoup plus facile de travailler avec un réalisateur que tu connais, puis avec qui tu as déjà travaillé, parce que tu es capable quasiment pas de lire en lui, mais je ne vais pas m'ostiner à lui donner du brun si je sais que ce réalisateur-là déteste le brun. Alors, il y a déjà un pas de fait quand on travaille avec le même réalisateur. Mm-hmm. Et un pas de fait qui est déjà particulier à votre carrière, c'est que vous avez cet atelier avec vos costumes passés qui attendent juste à être utilisés. Alors, vous avez déjà une matière brute puis une bibliothèque là, d'options qui existe déjà, dans laquelle aller piger. Ça doit vraiment vous sauver du temps puis ouvrir l'imagination. Ça sauve du temps, ça sauve de l'énergie. Puis ça, mon équipe est entièrement d'accord. Écoute, présentement, on est sur 10 000 pieds carrés. Il y a 5 000 pieds carrés qui ne sont que des costumes. Alors, j'ai besoin de n'importe quoi à la dernière minute. C'est là. Ou même pendant la pandémie, quand tout a fermé, moi, je me disais, moi, je pense que je suis capable de faire la série au complet juste ici, juste à l'atelier. Sans aller faire d'achat. Sans aller faire d'achat. Bon, peut-être la base, mais comme telle, c'est mon coffre d'outils. Puis en plus, je suis une ramasseuse. Ça, mon chum, il pourrait vous le confirmer. J'ai de la misère à laisser partir mes costumes. Alors, une fois que je les ai créés, qui ont été montés, qui ont été portés, quand la production se termine, j'aime ça les garder. Je sais pas ce que je vais faire avec un jour, mais j'ai comme un attachement à mes costumes. Puis je me souviens presque tout le temps de qui a porté quoi, sur quelle production. Dans quelle scène? Oui. Justement, bon, vous dites être tombé dans le film d'époque un peu par hasard, puis par la force des choses, par l'effet d'entraînement même. Mais en même temps, il y avait ce bagage de justement savoir travailler avec un coupeur, savoir faire des croquis, avoir un pied dans la mode, pas juste comme créatrice de costumes qui fait des achats, mais aussi créatrice de costumes qui peut faire fabriquer des costumes. Est-ce que ça, c'est un outil qui s'est perdu ou qui peut se perdre parce qu'il y a beaucoup de créateurs de costumes qui ne passent pas par l'école? Je pense que c'est un problème qu'on va avoir au niveau de la relève, parce que les gens vont aller dans des écoles de mode, ils vont être des excellents stylistes, mais je ne sais pas ce que cette formation-là a un rapport avec tomber puis faire un film d'époque. Je pense que pour se lancer dans un film d'époque, avec les ressources qu'on a au Québec, il faut avoir fait un peu pas de préparation, mais il faut avoir peut-être travaillé sur d'autres projets d'époque avec quelqu'un d'autre avant de se lancer là-dedans. Mais ça, je trouve pas que présentement, notre relève, il y a une école pour former pour les films d'époque ou les séries d'époque. Il y a des formations qui se donnent à Sainte-Thérèse et à Saint-Hyacinthe, mais c'est plus théâtral. Pour le cinéma, présentement, puis j'en reçois des stagiaires parce que je crois encore qu'il y a de la place pour de la relève. Ils ne sont pas formés au monde du cinéma pour le moment. Parce que la minutie de respecter vraiment l'époque, justement, de ne pas faire d'anachronisme. Il y a aussi la patine, parce que le costume, il ne faut pas qu'il ait l'air trop neuf, j'imagine. Quand on est dans les pays d'en haut, ça n'a pas l'air d'avoir été acheté la veille. Puis il faut faire plusieurs copies aussi, si jamais, je ne sais pas, le personnage tombe à l'eau à un moment donné. Il y a quand même plusieurs défis là, au costume d'époque. Ce défi-là, il l'a de la même façon là, quand il faut avoir des doubles, des triples. Il a quelquefois la même chose dans des films modernes ou dans des séries modernes. Mais je peux imaginer qu'en plus, il y a le corset puis le jupon. Oui, c'est sûr qu'on peut tricher un peu, mais oui, c'est un plus grand défi au niveau du travail, de faire quelque chose d'époque. Le sport, ça, c'est inégalé au niveau de l'énergie qu'il faut mettre là-dedans, parce qu'essayer de faire tricoter des chandails de hockey d'époque, mais ça demande plus de rigueur, je pense, faire du film d'époque que du film moderne. Oui, je pense que ça demande plus de temps, plus de recherche, plus de samedi ou de dimanche. Dans les remises de prix, les films d'époque sont souvent beaucoup plus récompensés, justement. Et en effet, vous confirmez, il y a plus de travail aussi que dans un film contemporain, même s'il y en a qui méritent aussi d'être reconnus pour leur qualité. Ça, je suis un peu partagée parce que, oui, effectivement, un film d'époque, selon moi, va demander plus de travail qu'une série moderne. Mais par contre, réussir une série moderne, la faire belle, qu'elle ne soit pas stylisée ou quoi que ce soit, c'est déjà un gros travail. Tu sais, faire une série où tu dis, mon Dieu, il n'y a rien là, bien justement, tu n'as pas remarqué que c'était du stylisme. Pour moi, ça a autant de valeur au niveau du travail. Il
faut pas dénigrer ce qu'on fait dans le moderne parce que ça demande souvent autant de recherche puis autant de doigté pour réussir quelque chose qui passe. Ouais. Puis je mentionnais Sex and the City plus tôt, une série comme ça qui a des costumes flamboyants qui sont... Cette série-là est connue pour la qualité du stylisme, mais ça vient toujours avec la question comment les personnages se payent tout ça. Alors, il faut aussi accepter que le public va être un peu avec quelque chose de conflictuel par rapport au costume. Ça, je pense que c'est toujours la teneur de l'écriture du scénario. Parce que des fois, moi, je vais lire des scénarios, puis on va me demander de faire du stylisme, puis je fais non, il n'y a pas de stylisme là-dedans. Ce que tu veux, c'est tes émotions. Si je fais justement du Sex and the City, que j'aimerais tellement, mais je n'aurai jamais un budget pareil. Mais je veux pas, moi, jamais je veux que le costume prenne la place. J'appelle ça à l'émotion, là. Je ne veux pas trahir le scénario. Alors, oui, il y a du stylisme, il y a des projets qui sont pour justement un nouveau stylisme ou quelque chose de vraiment flyé, là, utilisons le mot. Mais moi, je ne le fais pas à tout prix. Moi, un compliment qu'on peut me faire, « Ah, j'ai pas remarqué les costumes. » Bien, bravo. C'est du vrai monde. Je ne sais pas, je vois autant de réussite à faire quelque chose qui passe inaperçu que de faire quelque chose de grandiose. Ouais. Ou... Parce que dans le costume d'époque, j'ai envie j'arrête pas de penser à Bridgerton, qui est une série de Netflix, où là, on est dans l'époque victorienne, mais... On s'en permet. On n'a pas vraiment regardé, tu sais, on s'est dit, c'est ça la coupe de l'époque, mais là, on utilise les tissus qu'on veut, les broderies, peu importe, ce qui serait vraiment pas réaliste, mais on se fait plaisir. Est-ce qu'il y aura un plaisir pour vous à faire ça aussi, à dire, OK, on part d'une base, mais fantaisie, là où tu m'amènes, est-ce que vous auriez envie de faire ça ou vous aimez trop la rigueur de la recherche? Non, je suis prête à le faire, même des fois si ça me fait mal. Je donne un exemple sur les pays d'en haut. Notre délima est très décolleté. Puis moi, dans ma recherche, je fais non. Peut-être dans une soirée ou dans un gala, mais comme ça, non. Mais c'est écrit dans le scénario. Puis le réalisateur veut que ça soit un western. Alors, tu fais OK, c'est sûr que les critiques vont sortir. Ça n'existait pas, les décolletés, ou il n'y en avait pas, ou ils sont trop habillés ici. Mais voilà, moi, je suis là pour le scénario, je suis là pour le réalisateur et les comédiens. Alors oui, je marche sur mon orgueil futur qui sera critiqué, mais je réponds aux attentes. Oui. Alors oui, dépasser un peu parfois les limites, mais c'est à votre corps défendant, là. Ah, des fois, oui, je trouve ça dur. Mais par contre, si tu me demandes de faire une folie qui n'a pas d'allure, oui, je vais embarquer. Mais quand tu me demandes de respecter l'époque, puis que je suis obligée de me donner des grosses licences, bien après ça, j'en ris, là, mais sur le coup, là, oui, je trouve ça dur. Est-ce qu'il y a des fantasmes de créatrices de costumes qui ne sont pas encore assouvis? Un science-fiction ou quelque chose de complètement éclaté qui vous amènerait complètement ailleurs? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que j'aimerais faire? Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose à grand déploiement. Oui, j'aimerais ça. Pour le plaisir de placer. J'aime ça, placer tout le monde en situation. Puis... Mais je pense que j'ai fait déjà... Je pense que j'ai une très belle carrière. je confirme absolument. Cette carrière-là aussi, elle vous a amené dans des projets américains aussi. Oui. Et les plateaux québécois, les plateaux américains, qu'est-ce qui est différent? Le temps. Puis, je dis que j'aime pas. J'ai remarqué que souvent, sur des projets américains, on n'est pas si créatif que ça. Parce qu'on doit passer par telle personne qui doit donner son droit, son go. La photo de ton essayage, elle passe par 6 paliers. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, bien, regarde, veux-tu que je te fasse de la peinture à numéro? Je trouve pas ça attrayant à être obligé de remplir des cases. Je trouve que ça coupe la créativité quand on doit passer par 6 paliers de producteurs. Peut-être que je vais être chanceuse un jour puis que je vais tomber sur un projet américain où j'ai libre champ. Mais moi, être trop encadrée, je trouve que ça coupe la créativité. C'est ceux qui ont des plus gros budgets que nous autres. Ça peut peut-être donner un petit côté, justement, que tu peux aller plus loin dans ta créativité. Mais savoir que je dois rentrer dans un créneau
Non, j'ai de la misère. Parce que dans cette magnifique carrière qui est la vôtre, il y a des choses qui ont changé dans l'industrie. Entre autres, le fait qu'il y en a moins de temps pour des tournages ici. Là. On tourne rapidement sur les séries télé en particulier. Le rythme est effréné. Ça doit être frustrant, ça, parfois. Je trouve ça très, très dur des fois. Des fois, parce que quand on nous appelle, des fois, ça va être 6 mois d'avance, 1 an d'avance. Puis là, on dit oui parce que, yes, je vais travailler avec un tel, puis telle production, telle maison de production. Puis oui, j'embarque. Puis là, 1 mois avant de commencer, tu reçois ton budget, puis tu te ramasses à 1,5 personne avec de quoi faire une épicerie à peu près. Ça c'est quelque chose qui a changé. Tu sais, avant, on avait des préparations de 8 semaines, 6 semaines. Aujourd'hui, quand tu arrives à avoir 4 semaines, 5 semaines sur une série, t'es chanceuse. Je sais qu'un jour, je vais être obligée d'aller faire du film américain parce que je trouve ça dur parfois. Puis je regarde aussi la relève qui embarque là-dedans puis qui vont se rendre malades ou qui vont être dépassés parce qu'on leur a pas donné ce qu'il fallait pour faire une belle série. Je trouve ça un peu dur. Oui. Il y avait justement, on disait, cette résistance plus jeune à cause du cadre dans lequel travaille dans la télévision, les horaires pas stables, puis justement pas suivre le modèle parental parce que c'est un milieu particulier pour le mode de vie. Mais justement, là, en plus, on tourne plus vite et les contraintes qui sont là maintenant, bien, vous faites la paix avec le métier ou c'est encore une espèce de... Ah non, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix. Ben oui, je serais pas là. De toute façon, moi, je serais pas là si j'aimais pas ça. Oui. Je donne un exemple. Il y a des réalisateurs avec qui je ne veux pas travailler. Moi, il faut que ça se fasse dans le plaisir. Il faut que je garde mon sourire. Puis il faut que mon équipe soit heureuse. Quand j'embarque sur un projet où on me fait virer de tout bord, tout côté, puis que mon équipe est malheureuse, non. Ça c'est peut-être la chose que je peux me permettre aujourd'hui de dire non. Non, je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Je ne veux pas amener mon équipe là-dedans. Moi, je veux... Ça, vous pouvez parler à n'importe quel membre de mon équipe. Ils savent que le matin, on est de bonne humeur. On commence toujours le lundi matin avec notre petit meeting, comment on va faire notre semaine. On doit garder le sourire, puis beaucoup de respect. Et c'est pour ça que je me permets parfois de choisir mes projets. Je pense que votre atelier aussi, d'avoir comme un centre, un quartier général qui est à vous. Vous travaillez toujours de là, les costumes se font de là. Ça doit aider justement à mettre un état de stabilité, un élément de stabilité dans un métier qui est très instable. Je dirais que mon équipe est très, très contente. Chacun a son bureau, c'est à eux, ils ont leurs petites affaires, ils ont leurs photos. On ne bouge pas. On ne bouge pas, ça veut dire que peu importe le projet, on sait, OK, on se retrouve dans 2 semaines, on commence tel autre projet. Céline a son bureau, Isabelle a son bureau, et dans le mien d'ailleurs. Mais dans le sens... oui, c'est agréable de travailler dans le même endroit. Puis aussi, je suis reconnue pour ne pas faire des heures de fou. Alors, j'ai beaucoup de femmes avec des enfants qui sont contentes de travailler avec moi parce que j'ai un grand respect de la vie de famille puis de la conciliation, justement, mère-enfant. Parce que moi, s'ils doivent partir parce que, OK, c'est correct, tu as un rendez-vous chez le médecin, bien, vas-y. Alors, je pense que tout ça, ensemble, bien oui, j'ai une très, très belle équipe. Puis je l'aime. Et qu'est-ce que vous avez justement comme noyau dur autour de vous, là? Bien, j'ai Isabelle, qui est une Chamberlain, qui est ma cousine, avec qui je travaille, qui est mon... C'est vraiment de famille, les costumes chez vous, c'est incroyable. Isabelle, on travaille ensemble. Elle était habilleuse avant sur mes projets, puis là, mais elle travaille comme mon assistante parce qu'elle a eu des enfants, puis elle voulait avoir une vie plus réglo. Puis je travaille avec Céline Caron, qui est ma coordonnatrice depuis, c'est ça, plus de 10 ans. Puis on est tout le temps, on est comme le noyau on part le projet ensemble. Puis parfois, quand c'est plus gros, bien, on rajoute du monde, mais à la base, c'est vraiment nous 3. Puis mon coupeur qui est le même depuis, mon Dieu, je pense que ça fait 30 ans que je travaille avec Philippe. Et je sais qu'il y a un intérêt pour vous à aider la relève, les jeunes créatrices de costumes. Comment est-ce que vous les aidez? Est-ce qu'il y en a qui se greffent parfois à l'équipe pour faire des stages un peu? Bien, c'est sûr. Comme là, présentement, j'ai une stagiaire avec moi, Cécilia, qui vient d'une école de Laval. Je pense que j'ai eu beaucoup d'apprentis là, qui étaient acceptés par notre syndicat. Mais moi, je suis la première à ouvrir l'atelier s'il faut pour des jeunes qui veulent voir, des moins jeunes aussi qui veulent voir c'est quoi le milieu du travail, c'est quoi le travail.
Puis je leur en fais faire de tout. Ils voient de tout. Ils voient de l'atelier, ils voient de la production, ils vont même aller coudre, ils vont peut-être aller faire de la teinture. Je les amène sur le plateau. Je veux vraiment qu'il y ait une vue d'ensemble, parce qu'il n'y a pas d'école là, qui forme spécifiquement pour ce métier-là. Est-ce que ça pourrait être la prochaine étape, ça, l'école Francesca Chamberlain pour le costume d'époque? C'est pour ça que je suis une bonne comment on dit ça, une bonne Pédagogue? pédagogue. Je pense que non, bien peut-être. Mais oui, j'aimerais ça faire de la formation, comme il y a une jeune costumière, une créatrice costume d'Ottawa, on est en contact, puis elle aimerait ça venir passer du temps avec moi à Montréal, puis que je lui explique un peu comment je fonctionne. Alors, je sais qu'il y a un besoin. Notre syndicat offre quand même une partie, mais c'est plus au niveau de l'étude des costumes d'époque et tout ça. Mais moi, prendre du temps puis faire de la formation, oui, c'est peut-être une affaire, pas une école, là, mais faire de la formation de cas à cas, montrer comment je procède, comment je pars du scénario, que je fais mon dépouillement, que je fais mes maquettes, puis que ça se rend là. Oui, ça serait une chose que je pourrais envisager. Parce que ce serait quoi le premier conseil à une jeune créatrice de costumes qui a de l'ambition? Ce serait quoi la première recommandation? Prends ton temps. Prends ton temps, puis essaie, avant d'être là, gravis les étapes. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme cet été, il y a tellement de besoins. Ma couturière est rendue costumière présentement, sans formation, quoi que ce soit. Je lui parlais tantôt, puis je disais à Lucille, je dis, s'il y a quelqu'un qu'on a pitché, c'est bien toi. Tu te ramasses, elle n'avait jamais lu les papiers, elle ne savait pas comment lire un dépouillement figuration. Puis là, bien, elle s'en occupe parce qu'on manque de monde. Alors, ça serait le fun que, justement, ces gens-là aient, quand ils veulent, quand c'est ce qu'ils veulent, qu'ils puissent avoir l'opportunité, je ne sais pas par quelle école ou par quelle institution, mais qu'ils puissent avoir la possibilité, peut-être rémunérée, d'avoir accès justement, à travailler sur différents postes pour voir, justement, c'est quoi les... Quand je parle d'étapes, c'est plus ça. C'est voir, ça roule comment un plateau? Comment tu fais pour que tes habilleurs ou ton habilleuse soit heureuse puis qu'elle reçoive ce qu'elle doit recevoir le matin? Puis chaque département comme ça, le respect puis comment ça fonctionne. Alors, je pense que avoir des apprentis ou avoir des stagiaires, parce que c'est différent, là, je ne sais pas où on en est, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense que c'est une affaire qu'il faut ramener. De s'assurer qu'on a les outils de base pour faire un dépouillement de scénario, par exemple. Oui. Autant que de savoir comment collaborer avec les autres départements. Oui. C'est quelque chose qui peut tomber entre les cracks si on n'a pas Puis ça nous facilite poussée. tellement la vie quand on sait comment faire un beau découpage de scénario par rapport au costume. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de... Peut-être que notre syndicat en offre, il faudrait que je pousse plus loin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent puis qui me demandent des informations sur comment monter un budget, comment monter un dépouillement costume, qui veulent aller voir comment ça roule sur un plateau, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que c'est important de savoir coudre. Alors peut-être là-dessus, peut-être plus les accompagner là-dedans. Est-ce que c'était le conseil de votre mère, ça aussi, en commençant? Prends ton temps? Ou, Donc, non! L'inverse! Ma mère est italienne, et est très... Allez, tu es là, et c'est ce que tu fais. Non, ma mère, elle, on l'apprend à la dure. Est-ce qu'il y a encore de la discussion avec elle, des fois, sur des projets, quand tu ne sais pas où s'en aller sur un projet, ou est-ce qu'elle, volontairement, parfois des commentaires sur tel ou tel projet? Non, c'est très drôle. Depuis que je suis créateur costume, ma mère ne me parle pas du tout de cette partie de mon métier. Séparer le personnel puis le professionnel. Complètement. OK. Complètement. Je sais pas, c'est comme c'est pas un sujet qu'on aborde du tout. Alors cet été, oui, j'allais dire c'est la manne, mais en même temps, c'est un peu le chaos aussi, là, parce qu'il y a eu des tournages à l'appel. Oui. Donc, on a le choix à ce moment-là un peu plus de choisir ses projets, mais j'imagine qu'on est à la course aussi pas mal. On est très à la course parce qu'on manque de personnel. Puis il y a tout aussi l'histoire du COVID. Il faut avoir des gens qui sont prêts à travailler avec le masque, avec les lunettes de protection. Sur certains projets américains, tu es obligé d'être testé 3 fois semaine. C'est vraiment... c'est très, très complexe cet été. Puis c'est surtout le manque de personnel, là, le manque de... Écoute, je pense que n'importe qui pourrait être au costume. Bien, je dis ça, mon syndicat va me chicaner, là, mais...
Dans le sens, on manque de personnel. Ouais. J'ai vu quelques projets qui sont sortis récemment qui, pour pouvoir tourner, ont incorporé le masque au costume de certaines façons. Oui. Avez-vous eu à composer avec ça? Pas vraiment, parce que quand ça a commencé la pandémie, j'étais sur Maria Chapdelaine, alors on ne peut pas vraiment incorporer le masque. Après ça, on a fait défense d'entrée, puis on a fait le choix de ne pas porter, de ne pas vivre comme si on était sous le COVID, bien, sous la pandémie. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Ah, les pays d'en haut. Puis encore une fois, bien, le port de masque n'était pas vraiment... même si c'est très drôle, parce que l'année d'avant, on avait fait avec une épidémie de variole. Puis on avait mis des masques. Puis l'année d'après, bien, on tourne pas de masque. Ça aurait tombé bien, une petite année décalée, là. Bien, c'est comme la série Épidémie. On fait la série Épidémie, on termine, puis hop! Alors, bien ça, on l'avait tourné avec masque parce que c'était... mais c'était avant la pandémie. Ouais. Ouais. Est-ce que, justement, est-ce qu'on s'inspire de ce qui est venu avant? À quel point est-ce que vous regardez ce qui se fait d'autre, ce qui s'est fait avant vous? Quand il y a un projet, on va dire Maurice Richard, Ouais. est-ce qu'on se dit qu'est-ce qui a été fait sur le hockey avant? Ça avait l'air de quoi les costumes? Est-ce qu'il y a comme ça, est-ce qu'on va puiser dans le catalogue de l'inventaire du cinéma et de la télé québécoise en commençant oui, un projet? des fois, mais il faut se dire que c'est un peu comme quand on regarde des peintures qui sont d'inspiration, qu'on recrée quelque chose à l'époque. C'est comme on l'imagine. C'est un peu la même chose. Chaque personne qui va imaginer un film va peut-être pas l'imaginer de la même façon. Puis encore une fois, ce qu'ils se sont permis des licences. Parce qu'avant de faire Maria Chapdelaine, j'ai été voir... Celui de Gilles Carle? Celui de Gilles Ouais. Carle. Puis... Il y en a un français aussi, Oui. avec Jean Gabin. Je pense qu'il y en a eu 2 français. Ah oui, oui. C'est pas du tout l'univers vers lequel on tendait. Alors, au contraire, je m'en tiens loin. Pas parce que c'est mal fait, mais parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait donner à Maria Chapdelaine avec Sébastien. On était loin à tous les niveaux de ça. Ouais. Mais est-ce que les jeunes créateurs de costumes aujourd'hui connaissent assez bien la télévision puis le cinéma québécois, canadien? C'est drôle parce que je reçois beaucoup de stagiaires où j'ai beaucoup de demandes, des gens qui veulent des fois venir passer, comme Cécilia présentement, elle passe 3 semaines avec nous autres. Mais je n'ai pas abordé encore ce sujet-là, mais souvent, les jeunes n'ont pas de culture de notre cinéma ou de notre télévision québécoise. Alors, quand je leur parle, mettons, d'une comédienne, puis ils ne savent pas c'est qui, je fais, bien, si tu veux faire du film québécois ou de la série québécoise, c'est important que tu te renseignes qui sont nos réalisateurs, qui sont nos comédiens. Puis ça, là-dessus, je vais dire, c'est vraiment c'est vraiment pauvre. Ils ont ben, en tout cas, je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a qui sont très... mais souvent, je vais tomber avec des gens qui ne savent pas qui est qui. Puis quand je leur parle... Je ne dis pas que quand je leur parle de réalisateurs qui ont œuvré quand j'ai commencé, mais les réalisateurs d'aujourd'hui qui ne les connaissent pas... Mais si tu veux travailler dans ce milieu-là, je pense que si tu veux le faire avec passion, c'est important que tu fasses un peu de recherche puis tu sais avec qui tu vas travailler. Ça, des fois, je vais le faire le reproche. Quand je le fais leur évaluation, là, je dis à ma grande, là, tu vas écouter tout ce qui sort en québécois. faut que tu connaisses ce milieu-là si tu veux travailler là-dedans. Sinon, on va faire du film américain. Mais ça, oui, je trouve que c'est un petit manque. Vous allez recevoir le prix des artisans cette année du côté des Gémeaux. Comment vous avez réagi à la nouvelle que vous étiez récipiendaire de ce prix-là? Bien, c'est bien étrange parce que je ne me décris pas comme une personne ultra émotive. Puis quand j'ai ça, je suis comme... Peut-être parce que c'était tellement d'amour. Je ne veux pas être quétaine, là, mais je recevais ça là, comme un ouf. Puis ça tombait vraiment dans un bon moment dans ma vie. Alors j'ai fait comme wow! Puis après ça, une fois que j'ai raccroché le téléphone, on m'avait dit de ne pas le dire. Alors j'étais comme à l'atelier, puis Comment le j'ai vivre? pas le droit de le dire. Puis suite à ça, j'étais tellement heureuse qu'on remette le prix à... Bien là, c'est moi, là, mais dans le sens, à une créatrice costume. Parce que je me dis, wow! Bon, c'est une femme. C'est un métier typiquement féminin. J'étais très heureuse qu'on accorde de l'importance. Parce que souvent, bien, je ne suis pas amère avec ça, mais j'ai souvent l'impression qu'on ne considère pas le costume au même niveau que la caméra ou que la direction artistique. Puis là, j'avais vraiment l'impression comme, wow!
Puis c'est très drôle parce que j'ai publié et les remarques que j'ai, je vois beaucoup de gens contents du département costume, maquillage et coiffure. Puis quand je rencontre des gens puis qui me disent « Hey, wow, félicitations », ils sont toutes contentes pour moi puis aussi pour le poste. Ils sont contentes que c'est à une créatrice costume qu'on offre cet honneur-là. Mais on disait un bon costume et un costume qu'on ne remarque pas nécessairement. Oui. Ça joue un peu contre nous éventuellement, peut-être. Oui, mais c'est plus au niveau... Enfin, peut-être c'est mon cœur de féministe. Mais dans le sens, moi, j'étais très heureuse de ça. Puis quand j'ai su que ça m'était accordé, je l'ai accepté. Bien, je l'ai accepté, je ne l'ai pas eu encore, là, mais je l'ai accepté dans mon cœur comme, justement, c'était comme une reconnaissance de notre métier. Oui. Bien, Francesca Chamberlain, ça a été vraiment un grand plaisir de parler costume avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez sur le feu, là? Qu'est-ce qui s'en vient comme projet? Ah, c'est très étrange. Bien, j'ai un projet, mais il n'est pas sûr encore, alors j'en parle pas. La fameuse incertitude du métier, bien sûr. On revient toujours à ça. Non, pour le moment, Les projets viendront. Les projets viendront. Nous les choisirons. C'est intéressant parce qu'après une conversation comme ça, on a envie un peu plus de regarder le nom générique de qui a créé les costumes. Puis après ça, on se met à reconnaître quand un nom revient. Puis des fois, on va reconnaître une griffe ou encore on va trouver la versatilité du créateur, de la créatrice. Alors, c'est un plaisir de parler du métier avec vous aujourd'hui, Francesca. Merci.